Donc rebonjour Philippe. Deuxième capsule Bonjour. consacrée à la cellule que tu as créée à l'intérieur de Groupama. Euh, Ce que j'avais envie d'écouter, enfin d'entendre dire dans cette deuxième cellule, c'est que ce projet de cellule, c'est un projet d'innovation en soi. Donc j'aimerais que tu nous parles de cette histoire, comment elle est née, comment elle s'est développée, les échecs que tu as peut-être connus et puis les réussites aussi. Euh, Ta cellule en tant que projet d'innovation en soi, en fait. Parle-moi de ça. OK. Alors déjà, je vais commencer par un truc. Ce matin, mes deux jeunes anciens collaborateurs sont venus me voir là, écoutant rencontré Flavie Victor, ils m'ont dit: «Ah, tu sais, on a passé le projet de la cellule innovation dans les attributs du livre de Miguel, L'innovation comme science». Et ils m'ont fait le descriptif des attributs. Donc, je pense que ça vaudra le coup qu'au cours d'échange, tu vois, ça va Mais te oui, faire on rire. va écrire Bref, un article mais là-dessus. c'est super intéressant. C'est super intéressant. Comment j'ai fait? Bah, j'étais embauché il y a 16 ans. En fait, je travaillais chez Alcatel et j'ai fabriqué pour un de mes clients, Groupama, un centre d'appel sans téléphone. Donc, imagine 2004, c'est 2004, c'est la sortie de Skype. Et moi, j'étais un ingénieur télécom, je fabriquais des centres d'appel. Un centre d'appel, c'est de la téléphonie, des autocommutateurs. Hein, il faut que le téléphone sonne et puis du logiciel. Il faut que, voilà, automatiquement, quand tu accueilles le client, bonjour Miguel, je sais que vous êtes quelqu'un. Bon, bref. Donc, j'ai fait une innovation disruptive dans une entreprise qui s'appelait Alcatel qui vendait des téléphones. Et j'ai expliqué que on n'avait plus besoin de mettre des téléphones sur les centres d'appel. Et ça s'est plutôt mal passé, je préfère te dire. Voilà, je pense que mes anciens managers m'en tiennent plus rigueur, mais bref, voilà. Et j'ai eu la chance d'avoir un client pour lequel j'avais fait cette innovation qui m'a embauché. Le problème, c'est que j'étais plutôt un mélangeur de technologies, donc j'ai commencé à faire après une application mobile qui s'appelle Groupama, qui s'est appelée Groupama toujours là, qui s'appelle maintenant Groupama et moi, pour éviter les files d'attente, si tu veux, dans les centres d'appel. Ça a beaucoup plu. Ça a beaucoup plu. Et là, la direction m'a dit, tu sais, Philippe, tu vas pas innover uniquement dans la relation client, tu vas innover 360 degrés. Alors, bah, j'étais content, j'étais tout seul. Alors, sauf que j'ai fait un projet, je crois que c'était 2014 à peu près, hein. Je te donne pas le nom du projet, hein. Ça a pas du tout plu, mais vraiment pas. Tu vois, j'avais vraiment mis mes tripes, tout ça. On a amélioré l'expérience client, voilà. Et en fait, non, parce que en fait, il n'était pas dans le business model. Cette innovation n'était pas dans le business de l'entreprise. Et donc, bah, je connaissais pas à l'époque design thinking. Design thinking, c'est assez simple, hein. Il faut fabriquer un truc utile. Deux, il faut fabriquer un truc que tu peux fabriquer technologiquement. Puis trois, il faut fabriquer quelque chose où tu vas gagner des sous. Le 3, je l'avais pas lu. Je te dis, Miguel, hein, maintenant. Donc là, 2014, ça a été vraiment le déclic. J'ai dit, tu vas apprendre toutes ces méthodes, et puis tu vas essayer, je te dis, de les transmettre. Si tu les transmets, tu les posséderas bien. Et si tu les possèdes bien, bah, tu auras plus de chances que ça marche. Et donc, les collègues qui sont autour de toi dans l'entreprise, ils comprendront. Mais il y a un truc super qui m'a beaucoup aidé. Je parle de l'observation clé. Tu parles de l'observation clé, hein, dans ton livre, L'innovation comme science. Tant que j'ai pas fait cette observation que dans toutes les entreprises, il devrait y avoir 3 horizons, quels qu'elles soient, 3 horizons temporels. C'est pas de moi ce tableau, c'est un beau tableau, une étude qui avait été faite par IBM et un autre de mes guides, il s'appelle Philippe Zilberzan, il est comme toi et j'avoue que j'ai quelques guides comme ça qui m'inspirent. En fait, qu'est-ce qu'il dit dans ce tableau? Que chaque entreprise doit avoir 3 horizons. Un premier horizon, il faut vendre pour arriver à payer les salaires. C'est pas évident, mais il y a des gens qui, tu vois, aujourd'hui, là, pendant qu'on est en train de discuter, ben, des collègues qui sont sur les centres d'appel, ils sont en train de répondre à des clients, ainsi de suite. Et grâce à eux, ils vendent des contrats sur les terrains, tout ça. Et grâce à eux, ça paye mon salaire. Parce que tu vois, il faut bien se rappeler ça. Bon, il faut mettre donc des ressources dans ce premier horizon, 70%, 80% de ressources. Puis il y a un deuxième horizon, l'horizon des activités établies. Et donc là, ça va être plutôt de l'innovation continue. C'est le domaine des centres d'appel, c'est le domaine de l'informatique, c'est le domaine de la transformation, du lean management. Tu vois, voilà. Là, on sait plutôt, on investit maintenant et on veut un retour sur investissement dès l'année prochaine. Ok. Et là, dans le deuxième horizon, ce qu'on fait, quand on veut faire des projets, on fait des cahiers des charges, tout simplement, parce qu'on est dans le domaine du connu, parce que les concurrents font la même chose que nous. Donc là, c'est tout bête, un cahier des charges pour un certain délai, avec un certain niveau de ressources. On aura des fonctionnalités à un certain niveau de qualité. Ok. Et puis, il faut un troisième horizon, et là, on va créer de nouvelles
activités, comme pour éviter d'être le prochain BlackBerry ou le prochain Kodak, tu vois. Ouais, ce serait quand même dommage d'inventer un appareil photo numérique et puis en fin de compte ne plus avoir de budget. Bah. Et ça, pour ce troisième horizon, cet océan bleu, en fait, toutes les méthodes qu'on a apprises dans les écoles d'ingénieurs, ainsi de suite, les cahiers des charges, bah, ça marche pas. Et c'est ça, en fait. La clé, elle est là. C'est de trouver les bonnes méthodes grâce à tes livres, grâce au design thinking, grâce à l'effectuation, grâce aux techniques, je dirais, de management dans l'incertitude. Et là, il faut s'inspirer des militaires. Hein, ils font bien les choses. Hein. Voilà. C'est comment on va créer quelque chose de nouveau pour créer un monopole temporaire. Le truc, c'est dans l'océan bleu, on va créer un monopole temporaire. Ce que je veux te dire, Miguel, avant que tu arrives à copier ce qu'a fait AgriBuilders, avant que tu arrives à copier ExoExpert, avant que tu arrives à copier Fredo, eh ben, ça, tu mettras du temps. On a créé un monopole temporaire. Alors, juste pour te dire quand même une chose, c'est que Groupama, bon, on a sur des collectivités, une sur deux en France, c'est super bien de proposer une solution de mobilité douce comme Fredo, tu vois. On a sur des agriculteurs, leurs parcelles, on a sur ça, c'est super bien de leur proposer des solutions qui vont réduire l'azote. C'est une vraie problématique hein, depuis la guerre en Ukraine, les produits multipliés par 3, ou pour réduire les pesticides. Tu vois bien, on voit bien que tout d'un coup, on va à terme être ce qu'on appelle un intégrateur de solutions. Hein, ça va, voilà, et on va créer ces nouveaux produits. Voilà la façon de faire. Et je peux t'assurer qu'en 2014, j'ai bien cherché à trouver quelles étaient ce que j'appelle la recette. Qu'est-ce qu'on doit savoir? C'est un cours de 2h30 qui dure, que je fais. Voilà, qu'est-ce qu'on doit savoir pour aller naviguer dans cet océan bleu? Ça va? Comme, Génial. ça Merci, t'inspire? j'aime. Merci beaucoup pour cette deuxième capsule. Rendez-vous dans la troisième. À tout de suite. Bah, avec plaisir.